Bonjour, Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec depuis une dizaine d'années. Une question que j'ai très souvent, comment on devient scientifique en chef du Québec? J'en ai aucune idée. Donc, si on repart en arrière, on peut retracer ma carrière. Finalement, il n'y a pas beaucoup, presque rien qui a été vraiment planifié. Hein? Il y a des opportunités, des occasions et on les saisit. Ça a commencé quand? Ça a commencé dans mon petit village en Estrie. Mes parents restaurateurs et à partir de l'âge de 12 ans, j'aidais mon père à faire des hot dogs et des hamburgers dans le restaurant du village. Notre spécialité, c'était tout et rien. Donc le seul restaurant du village, on fait un peu de tout. J'ai appris à faire des hot dogs, des hamburgers, comme je disais, et c'est encore probablement ce que je fais le mieux aujourd'hui. Donc on pourrait essayer ça ensemble aussi, là, ce genre d'activité-là, qui est un peu loin de l'intelligence artificielle, mais quand même. Donc par la suite, assez de facilité, mes frères et sœurs aussi dans la famille. Moi, je suis le quatrième de 8. Et en chimie, au secondaire 4, le professeur me dit « Bon, Rémi, perds pas ton temps à faire secondaire 5. Tu devrais aller directement au collège, au cégep. » Bon, je dis « OK, je préfère ça. » Je reviens à la maison, je dis à mes parents, bon, ils me suggèrent que je devrais passer directement au collège. Qu'est-ce que ça voulait dire? Les parents ont dit « Oui, bon, pas de problème. » Mais ça voulait dire quoi? Ça voulait dire à 15 ans, à 16 ans, quitter mon petit village, quitter ma région et aller à Sherbrooke pour aller au collège. Donc j'étais jeune, mais aussi très content là, de dire wow, maintenant je vais voler de mes propres ailes au collège à Sherbrooke. Et là, j'ai décidé de faire sciences pures, parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire, parce que beaucoup de choses m'intéressaient, les arts, les mathématiques, les sciences, etc. Et j'ai, deuxième année du collège, j'ai pris un cours de géologie. Et là, j'ai adoré la géologie, la tectonique des plaques. Et je me suis dit, c'est ce que je veux faire dans la vie. Donc là, j'ai appliqué à l'université pour géologie, pour faire un baccalauréat en géologie. Ça se donnait où? Au Québec, à ce moment-là. Ça se donnait seulement à l'Université de Montréal. Donc, j'ai appliqué en géologie à l'Université de Montréal, mais je n'étais pas certain d'être accepté. Donc, j'ai appliqué aussi en biologie à l'Université de Sherbrooke, et j'ai appliqué en génie biomédical à l'Université du Québec, à Trois-Rivières. Donc, j'allais des roches au vivant. Je ne savais pas trop encore ce que je voulais faire. C'était assez vague. J'étais accepté partout, et vraiment, je pensais d'aller à l'Université de Montréal en géologie. C'est mon père qui m'a influencé dans la prise de décision. Il m'a dit, Rémi, ton frère, le frère qui me suit, Charles, commence au cégep à Sherbrooke l'an prochain. Si tu décides de rester à Sherbrooke, je vous achète une auto. J'avais 16 ans, 17 ans, j'ai pris l'auto, et avec l'auto venait la biologie. Donc, c'était la fin de ma carrière en géologie. Et c'était souvent un peu comme ça, pas nécessairement très planifié, et on saisit des opportunités. Hein, pour les études postdoctorales, finalement, je suis allé à Washington, au NIH, je pensais d'aller en Californie. Dernière minute, il y a eu un changement. Ma carrière, mon PhD en pharmacologie, encore une fois, je devais aller à l'Université de Montréal. Le chercheur avec qui je devais aller a perdu ses fonds de recherche. Donc, je suis allé à Sherbrooke, en faculté de médecine. J'ai fait les 10 étages du centre de recherche là-bas. Et les gens... 10e étage, l'anatomie, ils m'ont dit « Ah, tes notes, t'étais à la dernière minute, etc., etc. » Biochimie, 9e étage, la même chose. Ça arrive au 5e étage, Domenico Rigoli, pharmacologie, italien, je lui donne mes notes, il dit « Ah, pas important ça. Qu'est-ce que tes parents font? As-tu des frères et sœurs? » Quelques minutes après, « OK, si tu es prêt, commence. La semaine prochaine, je t'accepte en maîtrise et au doctorat. » Donc souvent, ça a été un peu comme ça, des concours de circonstances. La carrière de recherche a très bien fonctionné. J'ai très chanceux avec des étudiants fabuleux d'un peu partout à travers le monde. Et ça reste ce dont je suis le plus fier encore aujourd'hui, c'est ma famille scientifique qui est partout, dans plusieurs pays à travers le monde. Il y en a une centaine, un peu partout. Donc très fier de tout ça. Scientifique en chef. On reçoit l'appel, chercheur de tête, ministère, gouvernement du Québec. Es-tu intéressé? Non, je ne suis pas intéressé. Vous devriez parler à telle personne. Bon. Ça revient. Ah, tu devrais. Fait que finalement, j'ai peut-être fait l'erreur, je ne sais pas, là, de dire, OK, je vais aller rencontrer le comité, mais pas vraiment un type de candidat, on verra ce qui va arriver. Et le reste, ben, c'est un peu de l'histoire, là. Donc, ils m'ont fait une offre.
Mais ce qui était le plus difficile dans cette décision-là, c'est que je devais fermer mon laboratoire. Je devais quitter la recherche active parce qu'en même temps que je suis scientifique en chef, je préside les fonds de recherche du Québec. Donc ça, c'était le plus difficile parce qu'il fallait faire un deuil de la recherche active, mais l'intérêt du poste de scientifique en chef, un peu comme l'intérêt lorsqu'on fait de la recherche en milieu académique ou dans le secteur privé, c'est qu'on apprend quelque chose de nouveau à tous les jours. Donc, j'ai appris beaucoup au cours des 10 dernières années comme scientifique en chef avec 4 premiers ministres différents, 8 ministres, différentes couleurs de gouvernement, beaucoup de résilience, mais aussi des façons de faire différentes. Lorsqu'on conseille un gouvernement, on n'a pas le temps d'écrire une thèse de doctorat. On a vu avec la pandémie encore plus, là, il fallait faire ça de façon très, très, très rapide avec des données de recherche qu'on connaît plus ou moins bien. C'était très stimulant, on a appris beaucoup et globalement, maintenant, mon rôle s'est élargi et je préside un regroupement international, International Network for Government Science Advice. Depuis le mois de septembre, je suis président de ça. On est dans plus de 130 pays. Et là, c'est augmenter les capacités en conseil scientifique partout dans le monde. Si on en vient maintenant à l'intelligence artificielle, à quoi ça peut servir? Et pour moi, c'est un des très bons exemples que j'utilise très souvent avec les élus, avec le gouvernement, avec la société civile, nos concitoyens, hein, les chercheurs qui ont commencé dans ce secteur-là en premier, les mathématiques appliquées, si on veut. Souvent, les collègues disaient, ben oui, il perd son temps, là. Il s'amuse avec des équations, des algorithmes. Ça va des quoi dans la vie? C'est une perte de temps épouvantable. Donc, ça a pris plusieurs années avant de commencer à se dire, oui, peut-être qu'il peut y avoir des applications de ce genre d'approche-là, de ce genre de technologie-là. Donc, c'est un des exemples très importants, de dire la recherche fondamentale, la recherche non dirigée, dans tous les secteurs, c'est excessivement important. On l'a vu avec la pandémie, le développement rapide des vaccins à l'ARN. Ben, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Ça faisait 30 ans, 35 ans de recherche sur l'ARN avant que ça devienne applicable pour développer des vaccins, des molécules, des médicaments. Donc souvent, j'aime mieux plutôt que parler de recherche fondamentale et de recherche appliquée, c'est parler de recherche appliquée et de recherche pas encore appliquée. Et l'intelligence artificielle, vraiment, on l'a vu beaucoup, l'intelligence artificielle numérique, ça vient vraiment de là. L'intelligence artificielle, ça change quoi? Ça a changé quoi? Je pense qu'on ne réalise pas encore l'impact que ça a eu et que ça continue à avoir dans nos sociétés. Et maintenant, on est habitué à vivre avec le numérique, à vivre avec le cellulaire, à vivre avec des analyses, différents types d'algorithmes. On s'en rend presque pas compte. Et on peut penser, par exemple, sur la fameuse pandémie. Si on n'avait pas eu accès à ces technologies-là, ces outils-là, qu'est-ce qu'on aurait fait? Là, tout le monde parle de télétravail, utilise des Zooms, des Teams, etc. Sans ces technologies numériques-là, qu'est-ce qu'on aurait fait? Ça aurait été encore plus dramatique que ça l'a été au cours des 2 dernières années. L'intelligence artificielle va être déjà, c'est utile dans différents secteurs, différentes commercialisations, du côté de vente de produits, mieux connaître les marchés et tout ça. Mais de plus en plus, ici à Montréal, avec les équipes d'Ochoa, Benjo et autres, tout ce qui est en lien aussi avec le développement de nouveaux médicaments. Donc, plutôt que de passer des années à synthétiser des milliers de molécules pour essayer de trouver celle qui va peut-être donner un médicament éventuellement. Maintenant, des approches d'intelligence artificielle facilitent énormément tout ce genre de développement-là. On peut penser aussi à construction de véhicules automobiles plus intelligents. On n'est pas encore rendu tout à fait là, mais ça s'en vient de plus en plus là, avec plusieurs compagnies impliquées là-dedans à travers le monde. Et dans plein d'autres secteurs. Un secteur qui finalement a été passablement touché pendant la pandémie et qui, à mon avis, s'en sort un peu mieux maintenant, et on y pense un petit peu moins souvent, c'est le secteur de la culture, des arts et de la culture, où là aussi très rapidement, plusieurs des artistes ont utilisé des approches d'algorithmes d'intelligence artificielle pour créer des nouveaux tableaux, de nouvelles pièces d'art. Donc je pense que de plus en plus aussi,
ça va avoir des impacts dans ce secteur-là. En termes de futur, intelligence artificielle, je pense que là, il reste encore des défis. Un des grands défis en termes de recherche, je dirais, plus fondamental, c'est de marier l'intelligence artificielle et le quantique. Donc, ces deux secteurs-là, qui, c'était pas si évident que ça, il y a quelques années, même seulement juste 2-3 ans, je pense que plusieurs des collègues, des experts en intelligence artificielle auraient dit le quantique, ça ne sert pas à grand-chose. Un peu comme on disait de l'intelligence artificielle il y a plusieurs années. Donc maintenant, il commence à avoir l'émergence avec les ordinateurs quantiques de marier ces deux secteurs-là et ça va multiplier encore les capacités d'analyse de très, très grandes bases de données grâce à l'intelligence artificielle et au quantique. Donc je pense qu'il y a énormément de ce côté-là aussi. Une précaution, est-ce que je pourrais dire un danger qu'on doit aussi bien considérer, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec la société, l'acceptabilité sociale de ces technologies-là, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit le quantique ou le mariage des deux. Et une de mes inquiétudes, et ça je pense qu'on doit tous y réfléchir, c'est de s'assurer qu'on ne laisse personne en arrière, que finalement tout le monde a accès à ces technologies-là, qu'on ne laisse pas les gens en arrière à cause que ce soit d'éducation, que ce soit des groupes d'âge ou quoi que ce soit, parce que sinon, des gens vont rester en arrière. Et s'il n'y a pas de littératie numérique, de plus en plus, là, on va perdre une certaine partie de notre population. On doit aussi mieux former les plus jeunes, dès le plus jeune âge. C'est quoi l'intelligence artificielle? C'est quoi ces algorithmes-là? Comment ça fonctionne? Et pour moi, c'est un sujet très important, là, ici au Québec, mais un peu partout dans le monde aussi, de s'assurer en éducation, en littératie numérique, littératie scientifique. Donc, on commence dès le plus jeune âge. Et je dirais que les jeunes, les enfants, ont des neurones de plus que moi, là, des neurones numériques. Hein. On voit, ils utilisent une tablette, on dirait que c'est presque inné. Là. Ils sont capables d'utiliser ça, c'est quand même fabuleux. Mais en même temps, il faut être capable d'expliquer, de façon très simple, les limites de ces genres ou les approches de ces technologies-là pour s'assurer qu'on comprend bien là, ce que ça donne comme information et pas trop entrer là, dans les problématiques de désinformation qui peuvent être accélérées par des outils là, en lien avec, avec le numérique et l'intelligence artificielle. Donc, en termes de futur, je pense que c'est de s'assurer là, que la société est à bord, comprend bien, appuie tout ça, qu'on leur donne les outils nécessaires pour que l'intelligence artificielle et les capacités reliées à l'intelligence artificielle soient utilisées de bons escients partout dans le monde. S'assurer qu'on ne laisse personne en arrière encore une fois. Et je suis assez optimiste qu'un peu comme on a vu pour les téléphones cellulaires et la rapidité dans les pays même qui avaient moins de moyens, dans le Sud, là, finalement le Global South, je pense que du côté intelligence, c'est un peu ça aussi. Ils vont faire un saut. Ils ne passeront pas par toutes les étapes. Il faut s'assurer de l'acceptabilité sociale dans toutes ces sociétés-là.